En France, en 2025, une question nous brûle les lèvres. Un imam jouit-il toujours de la liberté d'expression? Est-ce qu'un simple tweet peut vous valoir une garde à vue, une perquisition, l'humiliation de votre famille et surtout l'interdiction à vie d'exercer votre fonction? Après tout, comment interdire un statut qui n'est pas reconnu en France? Comment le parquet peut-il demander dans ses réquisitions une peine sur un statut qui n'existe pas? Et dans quel but surtout? Donc quel message souhaite-t-on faire passer si ce n'est celui d'effacer et d'invisibiliser non pas ceux qu'on qualifie de radicaux, mais ceux dont la présence dérange? On souhaite marquer au fer rouge pour déshumaniser, diaboliser et décrédibiliser dans les discours à venir, les rendre illégitimes, instaurer la peur dans les rangs pour ne plus être fréquentables. Alors le 25 mars 2025, j'ai comparu au tribunal pour apologie de... Pourquoi? Pour 2 tweets. Oui, vous avez bien entendu, 2 tweets. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer, le contenu de ces tweets, ce qui s'est réellement passé et pourquoi ce procès dépasse ma personne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismail, imam de la mosquée des Bleuets depuis plus de 15 ans à Marseille dans le 13e arrondissement. 15 ans d'engagement au service de ma communauté et de ma ville. Des cours, des conférences, des prêches, des maraudes chaque semaine, des distributions de kits de survie chaque hiver, un camion pour les personnes à mobilité réduite, un pôle pour les convertis, des actions de santé publique, des forums étudiants, des rencontres interreligieuses, bref, un travail de terrain, visible, utile, mais peut-être trop visible. Et c'est à partir de ce moment que certains commencent à me pointer du doigt. Pas pour le bien que je fais, ou ma contribution sociale à Marseille, mais pour la menace que je représente. Parmi ceux que mon travail dérange, un nom revient souvent, Stéphane Ravier, ancien maire de secteur à Marseille, qui perd son siège lors des dernières élections municipales. Et visiblement, il n'a pas digéré cette défaite à laquelle on a modestement contribué. Manu Militari, il contacte Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, et me voilà désigné. Dans l'émission La parole est à vous, le ministre me cite, m'associant à un discours qu'il qualifie de séparatisme. Votre collègue sénateur de Marseille, Stéphane Ravier, m'a écrit une lettre à la fois polie mais comminatoire pour me parler d'une mosquée dans sa commune de Marseille. Et il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas, monsieur le ministre, déjà fermé des mosquées où il y a des gens qui, à l'intérieur je cite manifestement un conférencier, qui écrit qui a dit, la femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mari, restez dans vos demeures, ça c'est la base. Le soir, il a besoin, une envie, elle lui dit non, je suis fatigué, il faut la châtier. Monsieur Ravier me demande pourquoi je ne ferme pas ce lieu de culte. Et il a raison, monsieur Ravier d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Sur une vidéo circulant sur X, on voit Stéphane Ravier lui-même se vanter d'être à l'origine de cette cabale, expliquant qu'il a transmis mon nom au ministère. Je n'ai fait que mon devoir depuis 2020. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu la pertinence de mon intervention lorsque dans un débat télévisé, face à Marine Le Pen, pour ne pas la citer, il lui demandait de soutenir son projet qui tendait à confirmer les principes républicains. Et il citait la mosquée des Bleuets. Eh bien, lui-même a reconnu la pertinence du signalement que je lui avais fait déjà en 2020, et il avait besoin de cette loi pour combattre cette mouvance. Donc il s'agit là de mon devoir de rappeler que cette mouvance existe, qu'elle se développe, et que ça a été le cas au Bleuet. C'était le sénateur d'extrême droite, qui est à l'origine de cette opération. La genèse, c'est lui. Oui, c'est bien moi. Je l'assume. L'imam a été viré. Il y a une volonté plus ou moins finalement de laisser ouvert l'institut, mais je vais pas lâcher l'affaire. En tout cas, ce combat, nous l'avons mené dès 2020. Autrement dit, un imam dérange, alors on le signale, et l'État s'exécute. La machine se met en marche. Le rouleau compresseur serait le terme le plus adapté quand on sait ce qui m'attend derrière. Pas de débat contradictoire, pas d'explication, juste une cible. Moi. À partir de fin 2022, mes conférences sont annulées les unes après les autres, non pas suite à des plaintes de terrain ou parce qu'elles poseraient un problème. Non. Chaque fois que l'une de mes interventions est annoncée, la fachosphère s'agite sur les réseaux, des comptes anonymes, des figures d'extrême droite et des influenceurs connus pour leur haine de l'islam. Ils dénoncent publiquement mes conférences, m'accusent d'être un danger, un extrémiste, un islamiste. Pire encore, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, leur donne raison et ordonne au préfet des départements concernés de prendre un arrêté d'interdiction à mon encontre. Pas une fois, pas deux, mais à chaque déplacement. Des recours ont bien sûr été déposés de manière systématique, mais les dés étaient pipés d'avance. Un jour, nous avons même eu droit à la présence d'une représentante du préfet, venue justifier l'arrêté en personne. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai pu lire ce qu'on appelle les notes blanches. Vous savez, ces fameux documents classés sans auteur, sans preuve, qui suffisent de vous interdire de parler en public. Et c'est en juin 2024, après une énième conférence annulée, que je dépose plainte contre la préfecture pour abus de pouvoir et dénonciation calomnieuse. Et de là, tout s'enchaîne.
Une coïncidence? Le 19 août 2024, à 7h du matin, après un retour de vacances, la brigade antiterroriste entre chez moi. Torches, fusils, cris, ma famille à terre, mes enfants terrorisés. Ils fouillent, ils crient dans les pièces RAS. Le lendemain, la mosquée reçoit un arrêté de fermeture. Motif, je cite, l'imam principal de cette mosquée, il défend une pratique radicale de l'islam, une vision fondamentaliste de la religion, légitimant le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence. Rien de ce qu'on enseigne. Rien de ce que je prêche ne peut justifier ces mots. Des mots lourds mais vides de fond. Des mots choisis par la préfecture non pour refléter la vérité mais pour frapper l'opinion, semer la peur et salir une réputation. En septembre, je suis placé en garde à vue et très vite je réalise que ce n'est pas une enquête en vue de rechercher la vérité mais d'une décision politique imprégnée de la volonté de nuire, que ce soit sur le plan moral, social, personnel ou professionnel. Je suis donc interrogé sur ces fameux 2 tweets. Le premier porte sur le partage d'un extrait de l'émission Les Incorrectibles où Étienne Chouard parle de la légitime défense des Palestiniens. Le second, aujourd'hui supprimé, montrait des soldats israéliens torturant un otage palestinien. J'avais écrit à côté, ce sont des enfants de cœur. Une hyperbole, une figure de style. Mais pour la procureure, c'est une apologie du et non l'expression pure et simple d'une opinion dans un contexte où le droit international a dénoncé et lancé l'alerte à maintes reprises sur les crimes de guerre ainsi que les méthodes utilisées par l'armée étaient inhumaines. Et pendant que l'on me traite comme un criminel, mes comptes bancaires sont fermés sans justification claire. Même la cagnotte destinée à financer mes frais de justice est bloquée. Une nouvelle méthode pour bâillonner les voix qui dénoncent, les voix qui s'indignent, les priver de leurs droits les plus élémentaires, la défense face aux accusations. L'un des piliers d'un pays qui se prétend démocratique. On ne cherche pas seulement à me faire taire, on cherche à m'asphyxier, m'invisibiliser. À peine quelques semaines plus tard, mon audience est déjà programmée. Surprise quant à la rapidité des délais. Mes avocats me précisent que c'est rare, presque inédit, entre la garde à vue et le procès, il n'y a même pas eu 1 mois. Pas le temps de préparer une défense sérieuse, pas le temps de reprendre son souffle, juste le temps d'être précipité devant le juge. Et bien sûr, un renvoi a été demandé et accordé pour mars 2025. Alors pour ma part, ce qui est troublant, c'est que je suis poursuivi pour avoir relayé un extrait d'émission publique sans que ni le journaliste, ni la chaîne, ni Étienne Chouard lui-même, que je ne connaissais pas, ne soient inquiétés. Pourtant, lors de l'audience, la procureure est claire, relayer, c'est adhérer. Mais alors, est-ce que retweeter un propos, c'est forcément le soutenir? Est-ce que citer quelqu'un, c'est automatiquement épouser sa pensée? J'ai retweeté les propos d'un ministre israélien qui qualifiait les Palestiniens de bêtes humaines. Est-ce que cela signifie que j'adhère à ses propos? J'ai déjà partagé des vidéos d'un polémiste d'extrême droite. Est-ce que si je partage son propos, je deviens son disciple? Évidemment non. C'est le principe même du débat public. Relayer n'est pas approuvé. C'est parfois interrogé, dénoncé, parfois même ironisé. Mais dans mon cas, cette distinction n'existe plus. Je suis imam, donc à leurs yeux, tout ce que je partage devient suspect. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas à me justifier. Tout le monde sait que sur le terrain, je travaille au dialogue et à la paix. D'ailleurs, après le 7 octobre, j'ai organisé une conférence de presse à la mosquée avec un rabbin pour appeler à l'apaisement et à la retenue, pour éviter que nos communautés soient instrumentalisées. Une initiative connue de la préfecture, mais quasiment ignorée des médias. Parce que visiblement, ce qui va dans le sens du dialogue n'intéresse pas ceux qui veulent fabriquer des coupables. Donc le 25 mars 2025, je comparais devant le tribunal, une audience longue, 6 heures. Et pendant près de 2 heures, le procureur et l'avocat de la partie civile, la LICRA, m'associent aux pires attentats que notre pays ait subis. Bataclan, Nice, Charlie. Leur stratégie est claire, donner un contexte fantasmé à mes tweets. M'enfermer dans une caricature antisémite. Me salir. Tout y passe. Tout, sauf les faits. Mes avocats, Maître Gazgaz et Maître Chikli, prennent la parole, m'ont largement défendu, mais moi, quelques minutes seulement. Après 2 heures de plaidoirie où la procureure et la partie civile m'ont attaqué, m'ont calomnié, à la fin je n'ai eu droit qu'à quelques minutes. Pas assez pour me défendre, pas assez pour exposer ma pensée. Juste le temps de dire que je ne suis pas je ne suis pas le je suis Ismaïl, l'imam des Bleuets. Jugez-moi sur mes actes, sur mon engagement, sur mes actions, pas sur un décor médiatique qu'on a fabriqué contre moi. Mais même cela, on me l'a arraché. La présidente m'interrompt, je suis coupé, je repars sans avoir pu m'exprimer clairement. Et ça reste profondément coincé à travers de la gorge. Alors les réquisitions, voilà ce qu'on a requis à mon encontre. 6 mois de prison avec sursis, 6 mois de bannissement du réseau social X, 5 ans de retrait des droits civiques, interdiction à vie d'exercer en tant qu'imam, l'inscription au FIGE, c'est-à-dire le fichier des auteurs d'actes terroristes, tout ça pour 2 tweets. 2 tweets qu'on sort de leur contexte et qu'on essaie d'instrumentaliser. 2 tweets qui ont été l'objet d'une capture d'écran suite à mon dépôt de plainte. Le message est clair.
silence, reste à ta place, ne parle pas, ne dénonce pas, ne défends pas la Palestine, n'interagis pas en tant que citoyen puisque tu n'en es pas un. Pendant l'audience, la procureure me dit que je ne suis pas monsieur tout le monde, que je suis imam. Alors comme je suis imam, je n'aurai pas le droit d'avoir une opinion, d'avoir une conscience politique, mais alors que suis-je censé être? Un imam sans conscience? Un religieux sans voix? Un pantin? D'ailleurs, elle me reproche la phrase inscrite dans ma bio sur le réseau X, qui peut prétendre être imam sans prendre position. Alors les anciens reconnaîtront sûrement la référence, mais aujourd'hui prendre position pour un imam peut vous coûter cher. Très cher. Alors pour terminer, je ne suis pas parfait. Je suis un homme, je suis un père, un croyant, un imam. Mais je refuse de me taire face à l'injustice parce que je suis aussi français, citoyen. Et qu'être français, c'est être libre de penser et de s'exprimer. Être français, c'est dénoncer, déconstruire et reconstruire. Être français, c'est débattre et savoir mettre des mots là où l'injustice règne. Moi, Ismaël, je suis tout ça. Et personne ne m'enfermera dans un statut ou ne me privera d'un droit inaliénable. Le verdict sera rendu le 30 mai prochain et quelle que soit l'issue, je garderai, Inch'Allah, la tête haute. Alors merci à celles et ceux qui m'ont soutenu moralement, spirituellement, financièrement. Vos messages m'ont porté, vos prières m'ont réchauffé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous prépare une lecture détaillée des notes blanches. Et vous verrez par vous-même. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.